Les listes d'attente pour des places en garderie continuent de s'allonger partout au Québec. À l'heure actuelle, il y aura environ 51 000 enfants qui seraient sur des listes d'attente dans l'ensemble de la province. En Gaspésie seulement, il manquerait environ 700 places, ce qui est beaucoup pour une population d'environ 91 000 habitants. Madame la députée de Sherbrooke. Le ministre a raison de parler du problème que ce n'est pas toutes les régions qui sont bien desservies en ce moment. Puis d'ailleurs, lui-même avait empêché certaines régions de déposer des projets alors qu'il y a des besoins très importants. Sur les 17 800 places, même si elles étaient toutes autorisées, mais il n'y en aurait pas pour les MRC de Bonaventure, de Rocher-Percé, des Îles-de-la-Madeleine. Il n'y aurait rien pour Limoilou à Québec. Il n'y aurait rien pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet parce que c'était interdit pour eux de déposer des projets. Quand est-ce que le ministre va ouvrir un nouvel appel de projet pour les territoires qui avaient été exclus l'automne dernier? Le 9 mars prochain, il y a Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke et porte-parole pour la famille au sein du caucus parlementaire de Québec solidaire, qui va tenir une assemblée virtuelle sur le manque de place en garderie dans l'Est du Québec. Bonjour, Madame Labrie. Bonjour. Madame Labrie, il y a quelques semaines, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a déclaré que le modèle pour développer des places en garderie au Québec ne fonctionnait plus. Il a aussi déclaré qu'il allait déposer un projet de loi à l'automne prochain pour réformer le système. Selon vous, est-ce que c'est une réforme qui est nécessaire? Pour être bien honnête avec vous, je pense que pour répondre aux besoins dans les régions, notamment la Gaspésie, c'est pas de cette réforme-là dont on a besoin. Ce qu'on a vu dans les dernières années, en fait, ça s'est accentué dans les derniers mois, c'est la fermeture massive de milieux familiaux. Et souvent, c'est ce type de milieu-là qui dessert les petites communautés, les villages, par exemple, où il n'y a pas nécessairement une demande assez élevée pour avoir un CPE. Donc, le modèle qui est difficile en ce moment à développer pour le ministère de la Famille, c'est les CPE. Il y a définitivement des changements à faire dans la bureaucratie du ministère. Il y a énormément d'épreuves, de bâtons dans les roues des CPE qui veulent développer des nouvelles installations. Mais ça, c'est un modèle qui est adapté aux villes suffisamment grandes pour avoir de la demande, par exemple, pour plusieurs dizaines de places dans un même milieu. Pour offrir des places dans les plus petites communautés, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui est fait du côté du gouvernement, puis on n'a pas besoin d'un livre blanc là, pour connaître ces solutions-là. On sait que ça passe par l'amélioration des conditions de travail des éducatrices en milieu familial. En février 2019, le ministre avait promis qu'il allait créer 15 000 places en garderie dans les 2 prochaines années. Ça fait 2 ans, il y a juste environ 2 000 places depuis qui ont été créées. Selon vous, en annonçant une réforme du système, est-ce que c'est un constat d'échec de la part du ministre? Il y a certainement un échec parce que les places qu'il a lancées dans l'appel d'offres de l'automne dernier, ça ne répond même pas pour remplacer aux places qui ont été perdues juste en 2020. On avait aussi perdu des places en 2019, là, bien avant la pandémie. Avec les 4 300 places qu'il prévoit ouvrir, on est loin du compte, même pour remplacer les places perdues dans la dernière année. Puis tout le monde est au courant que la demande était bien plus importante que ça là, avant les milliers de fermetures. Donc, il y a un échec qui est évident de la part du gouvernement pour répondre à cette pénurie-là. Puis d'ailleurs, leur bilan, là, c'est qu'on est passé depuis leur arrivée au pouvoir d'une liste d'attente de 42 000 enfants à une liste d'attente de 51 000 enfants. C'est quand même significatif. On a perdu plus de places dans le réseau qui s'en est ouvert depuis qu'ils sont en fonction et la liste d'attente s'accentue. Puis ça, c'est très problématique pour la vitalité de notre territoire parce que c'est un service qui est essentiel pour pouvoir recruter de la main-d'œuvre. Il y a des employeurs qui ne vont pas s'installer en région en ce moment parce que ils savent qu'ils ne pourront pas recruter de personnel ou attirer de la main-d'œuvre parce qu'il manque de services de garde. Il y a des services essentiels, notamment en éducation, en santé, qu'on a de la misère à offrir parce qu'il y a des travailleuses essentielles qui sont coincées à la maison sans l'avoir choisi. Parce qu'il n'y a pas de place en service de garde pour elles. Ça, c'est une réalité très, très importante, puis de plus en plus importante dans les régions, je vous dirais, parce que c'est là qu'ont eu lieu les fermetures là, dans les dernières années. Justement, ici, en Gaspésie, on a un bilan migratoire qui est positif. Il y a de plus en plus de gens qui veulent venir s'installer ici, des jeunes adultes, par exemple. Mais le manque de place en garderie, c'est un des freins qu'il y a au développement de la région. Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, dans l'Est du Québec pour créer des nouvelles places en garderie? Il y a une nécessité, je pense, de développer un modèle de service de garde éducatif qui va être plus structurant
pour les communautés, mais qui va être adapté aussi aux petites communautés. En ce moment, la garde en milieu familial, elle pose le problème que ça dépend de la volonté de l'éducatrice de vouloir maintenir son milieu ouvert. Donc, il y a un enjeu au niveau de la continuité de service. Le modèle des CPE pose le problème que souvent la demande n'est pas suffisante dans les petits milieux pour justifier ou permettre que ce soit possible financièrement là, de développer une installation comme celle-là. Souvent, ça prend plusieurs dizaines de places pour que ce soit financièrement viable avec les modèles de financement actuels. Donc, il y a une urgence de développer un modèle qui serait comme un hybride entre les deux, je pense, qui permettrait d'assurer une continuité, une stabilité de service dans les petites communautés et en même temps d'offrir des petits milieux qui seraient viables financièrement, là. Et ça, c'est un besoin qui est exprimé de plus en plus par les municipalités aussi, qui souhaitent développer ce service-là pour leurs citoyens. Puis en ce moment, bien, il y a des obstacles. Par exemple, une municipalité qui voudrait louer un local pour que des éducatrices puissent y offrir le service, c'est pas possible de le faire. Les éducatrices en milieu familial ne peuvent pas offrir le service en dehors de leur propre domicile. Elles ne peuvent pas se rassembler à plusieurs, par exemple, pour offrir le service dans un milieu qui serait fourni par la municipalité. Donc, il faut mettre des idées comme ça là, en jeu pour réfléchir à un modèle adapté aux petites communautés dans les régions. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez que les CPE, c'est un modèle qui fonctionne encore ou si c'est à réformer complètement? C'est tout à fait un modèle qui fonctionne. Le problème qu'on rencontre avec les CPE en ce moment, c'est au niveau de leur développement. Donc, c'est un problème qui est au niveau du ministère. Une fois que les CPE sont ouverts, ils fonctionnent bien, ils répondent aux besoins des parents, ils sont reconnus comme des milieux de qualité, ça fait ses preuves. Le problème, je dirais, c'est que la formule de financement des CPE permet pas de développer des plus petites installations dans les plus petites communautés. Donc, c'est ça à quoi il faut réfléchir, je pense. Et en ce moment, ce modèle-là n'existe pas. Là. La plupart des CPE ont en haut d'une quarantaine de places. Et autrement, ça devient difficile pour eux autres d'offrir le service et que ce soit viable financièrement. Là. Donc, selon vous, le problème serait plus une question de flexibilité du ministère pour l'attribution des places en garderie et de l'argent. Tout à fait. C'est vraiment là que se situe le problème. D'ailleurs, il y a un manque de flexibilité au niveau financier parce que les fonds qui sont alloués pour construire de nouvelles installations ne tiennent pas compte du tout de l'augmentation des coûts dans la construction, de l'augmentation des coûts des matériaux. Donc, il y a un écart important entre les coûts réels et les coûts évalués par le ministère. Il y a un manque de flexibilité aussi au niveau de la bureaucratie et des modèles de financement qui ne sont pas adaptés en ce moment pour les petits milieux. Mais le modèle du CPE en tant que tel, c'est un modèle qui fonctionne si seulement le ministère de la Famille pouvait modifier ses pratiques, disons, pour permettre d'en développer davantage dans des formules adaptées au niveau. Il y a aussi un problème de manque de personnel dans les services de garde. C'est un service essentiel, comme le milieu de la santé, qui est durement touché par la pandémie. Le gouvernement a déjà lancé un programme de recrutement de personnel pour les préposés aux bénéficiaires. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire la même chose pour les services de garde? Tout à fait. Puis ça fait depuis le début de l'automne, dès qu'on a vu le succès en fait du programme pour les préposés aux bénéficiaires, que je demande au ministère de la Famille de faire la même chose pour les éducatrices. Ça a très bien fonctionné pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a eu une augmentation importante de leur salaire. Il y a eu une formation non seulement gratuite, mais rémunérée qui a été offerte de manière intensive. On a pu recruter dans un temps record des milliers de préposés, ce que tout le monde a pensé impossible. Donc là, on fait face à la même pénurie dans le réseau des services de garde. On a besoin de milliers d'éducatrices disponibles très bientôt. Donc, je pense que c'est ce qui doit être fait. Même recette qui a fonctionné, améliorer significativement le salaire, offrir une formation intensive, rémunérée. Et puis, j'ai pas de doute que si on rassemble ces conditions-là, on va être capable d'en recruter des milliers d'éducatrices parce que des gens qui ont envie de travailler auprès des enfants, il y en a beaucoup. Le problème qu'on rencontre, c'est que cette profession-là, en ce moment, est tellement pas valorisée que de nombreuses travailleuses qui avaient choisi ce domaine professionnel-là quittent le milieu après seulement quelques années. Vous dites que c'est un métier qui n'est pas nécessairement valorisé. On le constate avec la pandémie, les conditions de travail des travailleurs qui sont souvent des travailleuses là, essentielles, c'est des conditions qui sont assez difficiles. Souvent, ce sont des métiers qui sont occupés par des femmes.
qu'on pense aux infirmières, aux éducatrices en service de garde, aux enseignantes au primaire, par exemple. Vous êtes aussi porte-parole en matière de conditions féminines. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez pour améliorer les conditions de travail dans les milieux, dans les métiers qui sont traditionnellement occupés par des femmes? Définitivement non. Puis ce sont des domaines qui effectivement ont été historiquement plus occupés par les femmes. Ce sont des domaines où c'est difficile d'exercer des moyens de pression aussi pour améliorer ces conditions de travail parce qu'on parle de secteurs essentiels. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'historiquement, les conditions de travail dans ces milieux-là se sont très peu améliorées. Puis, on a beaucoup compté du côté du gouvernement sur la vocation des femmes qui étaient là pour offrir toujours un maintien du service alors que leurs conditions de travail se dégradaient. Bien là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un épuisement de ces femmes-là. Il y a une volonté d'améliorer ces conditions aussi. Puis, à force de se faire dire, si vous n'êtes pas contente, vous avez juste à changer de job, bien, c'est ça qui arrive. Les enseignantes, les éducatrices, les infirmières, ben, elles quittent leur emploi puis elles vont travailler ailleurs parce que c'est le message qu'on leur a collectivement envoyé pendant trop longtemps. Donc, je pense que si on veut résoudre cette pénurie-là dans nos soins de santé, dans nos écoles, dans nos services de garde, il faut se rendre à l'évidence que ce sont des métiers essentiels et qu'on doit offrir des conditions de travail qui correspondent au caractère essentiel de ce travail-là. Maintenant, pour le projet de réforme du système de services de garde, le projet de loi, c'est pas avant l'automne prochain. Et pendant ce temps-là, ben, les listes d'attente continuent de s'allonger. Est-ce que vous pensez qu'on n'aura pas le choix d'agir avant l'automne prochain? En fait, le projet de loi du ministre de la Famille, moi, je l'attendais l'automne dernier. Ça fait très longtemps qu'il nous en parle. Il y a du ménage à faire dans les règles pour tout ce qui est des milieux familiaux, régis, non régis. La pénurie qu'on voit dans ce domaine-là en ce moment, toutes les fermetures, c'est dû notamment au projet de loi 143 qui avait été adopté par le dernier gouvernement. On a vu que l'hémorragie a commencé là, à partir du moment où des dispositions de cette loi-là sont entrées en vigueur en 2019. Donc, ce projet de loi-là, il était très attendu. Pour moi, quand le ministre a annoncé qu'il y aurait un projet de loi l'automne prochain, c'était un report du projet de loi qu'on attendait à l'automne 2020. Ce que ça me dit, c'est qu'il ne constate pas du côté de la CAQ l'urgence d'agir dans ce domaine-là, parce qu'autrement, leur projet de loi, il l'aurait déjà déposé l'automne dernier, puis il serait peut-être adopté au moment où on se parle. En terminant, je rappelle que vous allez tenir une assemblée virtuelle le 9 mars prochain sur le manque de place en garderie dans l'Est du Québec. Oui, puis j'invite tout le monde à venir participer à cette activité-là. Ça va être l'occasion de réfléchir ensemble au type de service qui sera adapté pour desservir les communautés de la Gaspésie, l'impact de la pénurie de place sur les familles. Puis j'invite tout le monde, c'est les parents, les éducatrices, les employeurs, les municipalités, tout le monde qui se sent concerné par cet enjeu-là, de venir participer à cette soirée d'échange-là. Merci beaucoup, Mme Labrie. Bien, merci, à la prochaine.